Une production Stéréolab. Aller chercher le deal, ça c'est quelque chose qui me fascine. Et c'est pour ça que peut-être le métier que j'aurais aimé faire, c'est la diplomatie. À négocier un traité, donc mettre beaucoup de gens qui ne sont pas d'accord, ça c'est quelque chose qui me botte énormément. Ça rejoint aussi la vision que j'ai du métier. Un métier de gens qui doivent être dans les coulisses, dans l'ombre, dans les tractations. Si c'est ça, être avocat, moi je suis complètement comme ça. Bonjour et bienvenue dans Travail soigné, le podcast où l'on parle de son métier et de ce qu'il raconte de soi. Je m'appelle Hervé Obolt et dans cette série, je vous invite à découvrir des personnalités hors du commun, leur rapport au travail et leur satisfaction intime d'exercer leur métier avec soin. Aujourd'hui, je vous conduis dans le 8e arrondissement de Paris, un des quartiers chics de la capitale, pour faire la connaissance de Fabrice Epstein, un avocat d'affaires pas tout à fait comme les autres, ou en tout cas pas tel qu'on les imagine. Tout d'abord, Fabrice est passionné de musique, et c'est d'ailleurs ce qui nous a donné l'occasion de nous rencontrer, pour travailler sur une version audio des chroniques sur l'histoire judiciaire de la musique, qu'il écrit tous les mois dans Rock et Folk, et dont il a déjà tiré 2 livres, que je vous recommande chaudement. Le courant était bien passé entre nous, et si malgré nos efforts, ce projet de podcast n'a pas vu le jour, nous avions convenu de nous revoir autour d'un déjeuner. Voilà pour l'anecdote, c'est parfois aussi simple que ça de trouver un invité pour Travail soigné. Malgré sa quarantaine et les premiers cheveux gris qui vont avec, Fabrice conserve l'allure juvénile d'un éternel étudiant, des yeux clairs et un sourire qui donne envie d'engager la conversation, une conversation au cours de laquelle ce garçon aussi discret qu'érudit cite le plus naturellement du monde Spinoza, Bismarck, les Marx Brothers ou Bob Dylan. Professionnellement, Fabrice a une manière bien à lui d'exercer son métier et d'entretenir ses relations avec ses clients. C'est ce que vous allez découvrir en passant avec moi la porte d'un immeuble cossu de l'avenue Franklin Roosevelt, puis en foulant l'épais tapis d'une splendide volée d'escalier pour rejoindre les bureaux de son cabinet. Salut Hervé. Salut Fabrice. Bienvenue, comment vas-tu ? Très bien toi ? Très bien, merci. Bienvenue chez Seul Associé. C'est donc ici. Absolument. Alors, je vais te montrer la salle de réunion. En rencontrant Fabrice pour la première fois sur son lieu de travail, je suis évidemment curieux de découvrir son bureau. Alors là, on est dans mon bureau, et effectivement, pour les avocats, la question du bureau ou des locaux, elle est importante parce que les clients, souvent se disent « Ah, ils sont dans tel quartier, donc ça veut dire quelque chose de leur activité ou de leur réussite. » Et dans le 8e arrondissement, là où nous sommes, les clients considèrent que c'est l'endroit où des avocats doivent être, sachant que cette profession, elle a beaucoup évolué, et qu'avant, on portait le costume et la cravate. Là, on le voit pas, et c'est pas mon cas. Et donc, on peut peut-être, vis-à-vis des clients, se passer de locaux importants, statutaires. Ça, c'est, je pense, quelque chose qui évolue beaucoup dans la profession d'avocat. En ce qui concerne mon bureau, il y a un certain nombre de choses que j'aime voir au quotidien. Évidemment, des livres, pas forcément des livres de droit, mais des livres qui m'accompagnent dans des recherches un peu annexes, et je pense qu'on aura l'occasion d'en parler. Et quelques folios dont je suis proche et que j'aime feuilleter parfois dans la journée. Il y a également des masques africains, parce que j'ai un lien un peu particulier avec l'Afrique et surtout un pays qui est le Rwanda. Quelques petits goodies, disons, en lien avec les Simpsons, les Beatles, des groupes que j'aime, des séries qui m'inspirent, et des tableaux. Mais je précise quand même une chose, c'est que le bureau d'un avocat, en tout cas le bureau dans lequel il travaille, est très rarement visité par le client. Parce que il y règne une forme de secret, et que en général, on a plutôt tendance à recevoir les clients dans la salle de réunion. C'est un autre endroit du cabinet, un peu plus impersonnel, ou moins personnifié, disons, avec tout de même quelques tableaux. Mais le bureau, c'est le sanctuaire de l'avocat où il travaille seul ou avec des collaborateurs ou des collaboratrices, sachant que c'est un métier assez individualiste, donc un bureau doit être calme. Il faut pouvoir s'y reposer ou reposer son esprit pour être à même de prendre les bonnes décisions. Il y a des bibliothèques de part et d'autre, et les livres sont assez différents. Alors ici, on voit les frères Karamazov de Dostoïevski ou Crime et Châtiment, et à côté de ça, des bouquins de poésie ou des bouquins de Michel Foucault, là, qui peuvent être un peu en lien avec le métier d'avocat. Et de l'autre côté, c'est ma bibliothèque personnelle en lien avec l'histoire judiciaire de la musique. Donc ça, c'est un de mes dadas, disons. Je passe beaucoup de temps à chercher et à lire ce type d'ouvrage. Mais en gros, on y trouve des bios d'artistes que j'aime énormément. Donc là, il y a une bio de Dylan, plusieurs bios de Dylan, d'ailleurs, une en anglais, une en français. Et j'essaie de les classer. J'aime bien les classer par maison d'édition. On a une maison d'édition que j'aime beaucoup, qui est Alia, où on a des musiques très différentes, donc du blues, du punk, du rock, etc. Et c'est des ouvrages que j'aime bien feuilleter. On y voit des photos aussi. Une photo de George Harrison, une photo de quelques mafieux, une photo d'un bouquin que j'ai écrit. Donc ça, c'est le côté vraiment en lien avec la musique. Et puis, là, il y a une petite chaîne IFI,
avec quelques CD pour écouter de la musique au quotidien. Il y a pas mal de jazz, parce que j'aime bien travailler avec des disques de jazz. Là encore, j'ai tenté de les classer par édition, parce qu'il y a tout ce qui ressort du label Impulse, qu'on voit là en orange. J'aime bien cette esthétique-là, donc c'est de la musique que j'écoute quotidiennement, presque d'heure à heure. Enfin, elle est là très très présente. Si Fabrice n'est pas devenu avocat complètement par hasard, il ne se destinait pas à ce métier en entrant dans une prestigieuse école de commerce parisienne. Et bien qu'ayant décroché son diplôme au barreau de Paris, c'est sans grande conviction qu'il commence par exercer le droit des affaires. Pire, ce métier aurait pu l'ennuyer s'il n'avait pas entrevu la possibilité d'ouvrir son propre cabinet. J'avais, dans ma prime jeunesse, fait une classe préparatoire. Et ensuite, j'ai passé les concours d'école de commerce et j'ai été admis à l'ESSEC. Et quand j'étais à l'ESSEC, je savais pas du tout ce que j'allais faire ou devenir. J'étais un peu, je pense comme pas mal de gens qui font des écoles de commerce en réflexion, parce que les métiers qu'on nous vendait du commerce à l'époque, c'était plutôt de l'audit, du marketing ou de la finance, étaient trop obscurs pour qu'on puisse se projeter, en tout cas toute une vie. Et ne sachant pas quoi faire, j'ai un de mes copains qui m'a inscrit dans le cursus droit. Il y avait une possibilité de faire du droit en parallèle de l'ESSEC. C'est ce que j'ai fait. Au départ, ça m'inspirait pas beaucoup parce que c'était une drôle de façon de l'enseigner. Disons qu'il y avait une partie de la promotion qui faisait du droit parce qu'elle s'ennuyait peut-être aussi. Mais quand en parallèle j'allais à la fac, j'ai commencé à prendre le pli, ça m'intéressait. Je me suis accroché à une matière en particulier, qui était le droit international privé. Et au départ, je me destinais pas du tout à la profession d'avocat. Je voulais faire une thèse. J'en avais parlé à un prof quand j'étais à la fac à Paris 2, donc au Panthéon-Assas. Et il m'encourageait à le faire. Et simultanément, il me disait aussi que bon, j'avais peut-être plus intérêt à devenir avocat. Et je l'ai écouté, j'ai passé le concours d'avocat. Là encore, je savais pas trop quoi faire. Parce que finalement, le métier d'avocat d'affaires est assez proche des métiers de la finance, donc assez proche de l'ESSEC. Et j'ai commencé à collaborer dans un cabinet où je faisais du droit boursier. Donc, je suis devenu avocat, mais pas du tout dans l'idée de porter la robe. Et ça m'a pas tout de suite plu. Disons que je voyais que dans des cabinets d'avocats, j'étais un peu une pièce parmi tant d'autres, ce qui me gênait pas, parce qu'il fallait bien apprendre, mais je voyais pas trop le but de bosser pour d'autres. Et quand je regarde avec un peu de recul, comme mes parents sont commerçants, que c'est une profession libérale, et que j'ai été élevé dans je dirais pas ce culte du commerce, parce qu'ils se plaignaient tout le temps, comme beaucoup de commerçants, mais dans l'envie d'être indépendant, assez vite, j'ai compris que si je faisais ce métier, c'est aussi parce que j'avais la possibilité à terme de devenir indépendant. Et c'est comme ça que j'ai passé le concours de la conférence du stage. La conférence du barreau de Paris, ce sont 12 jeunes avocats choisis à l'issue d'un concours d'éloquence en plusieurs tours, qui sont notamment chargés de la défense pénale d'urgence. Qui a été une forme de déclic pour moi, pas vraiment pour le pénal, même si c'est une matière que j'aime énormément, qui est très humaine et qui est très nourrie, mais surtout parce que la conférence nous donnait le goût à avoir des clients propres et à passer du temps avec des clients et à les conforter, soit dans leurs contradictions, dans leurs dénégations, ou bien à les aider ou à essayer de les comprendre, les accompagner. Et aussi à donner une forme de valeur à mon travail, parce que quand je travaillais pour d'autres, je trouvais que mon travail n'avait pas vraiment de valeur. Ça pouvait être... c'était assez arbitraire finalement de donner un salaire à ce que je faisais. Mais quand vous aidez quelqu'un à accomplir quelque chose, ou quand vous l'aidez à prendre la bonne décision, je trouve que c'est plus valorisant et qu'on peut être beaucoup plus fier de retirer un salaire ou le fruit de ce conseil. Et ça m'a donné envie de créer mon cabinet. Fabrice a fait le choix de ne pas se spécialiser, se partageant entre droit des affaires et droit pénal, le premier se pratiquant dans l'ombre, quand l'autre impose de prendre la lumière. Pendant un temps, j'ai fait du pénal et du droit des affaires. Je dirais pas que j'ai complètement basculé dans le droit des affaires, parce qu'aujourd'hui, ma palette, elle est un peu plus vaste. Mais il y a un truc que je détestais avec le pénal et que je déteste toujours, c'est les médias. Les interventions des avocats dans les médias sont très décevantes. Souvent, on n'y comprend rien. D'abord, on comprend rien à la justice. Donc, je crois que le système judiciaire devrait être expliqué par des gens qui sont pédagogues, et la plupart des avocats ne le sont pas. Et que j'ai eu une ou deux affaires très médiatiques, et j'en ai plutôt souffert, parce que j'ai trouvé que les médias laissaient pas le temps de réfléchir, que c'était impossible d'échanger, qui voulaient le scoop, la petite phrase, la première intention, comme on dit au football.
et que moi c'est pas du tout ma nature, plutôt une nature qui prend son temps ou qui aime prendre du temps pour dire quelque chose ou y réfléchir, le mûrir, et les médias se nourrissent pas de ça. Il faut que ça aille très vite, et il faut plaire, et donc il faut être dans le goût du jour ou dans le goût de l'instant, et puis je pense qu'il faut aimer ça, enfin il faut avoir un ego qui réclame cette lumière, et c'est pas du tout mon cas. J'aime bien plus le fond du droit, la philosophie du droit, enfin les choses qui permettent un peu de réfléchir sur ce qu'est la justice, parce que je pense que c'est une matière passionnante. Et je pense que jusqu'à présent, elle est extrêmement maltraitée, soit politiquement ou de la part des avocats, ou on parle même pas des magistrats. Moi, c'est pas mon truc. J'aime plutôt les combats de l'ombre et les négociations de l'ombre, et là, c'est plus le droit des affaires et un certain type de droit des affaires. Le champ d'application, droit des affaires, le plus simple, c'est quelqu'un qui veut acheter une boîte ou vendre une boîte. Donc on va l'accompagner du début, quand il aura porté son dévolu sur une société par exemple, jusqu'au moment où il l'acquiert en tant que tel. Après, le degré d'implication d'un avocat peut être très très varié, parce qu'il y en a certains qui font la mission et qui se mêlent de rien d'autre, et il y en a d'autres qui sont plus dans une forme de conseil. Et là, on fait un peu plus que le métier d'avocat. Et c'est agréable, puisque ça veut dire que les gens vous font confiance. Moi, j'ai tendance à être très proche des clients. C'est peut-être une erreur, mais c'est vrai que quand on me demande mon avis, j'ai tendance à dire ce que je pense et peut-être à outrepasser mes fonctions d'avocat. Je pense qu'aussi, le fait de s'installer, c'est aussi pour pouvoir traiter les dossiers ou faire ce métier un peu comme on l'entend. Parce qu'il y a des tonnes de façons de le faire. Il y a des énormes cabinets d'affaires qui brassent des dossiers. Il y a les personnes qui sont seules, qui font tout, de la comptabilité à l'accueil de la porte, à les facturer. Et puis il y a les cabinets intermédiaires comme le nôtre où on essaie de créer une structure où le client va se sentir accompagné toute sa vie. Donc il y a cet aspect-là de faire les dossiers comme on le souhaite. Je pense que je fais ce métier en ayant un éventail assez large. C'est-à-dire que je suis incapable d'être un spécialiste. Mais c'est certainement parce que j'ai une vision et que les gens que j'admire, ils ont touché à tout et que j'ai la prétention de toucher à tout. Ça oui. Et donc je fais pas que du droit des affaires, je fais aussi du droit du travail, parce que je trouve cette matière fascinante. Je fais du droit pénal, du pénal des affaires. Je fais un peu de propriété intellectuelle, parfois des petits morceaux de fiscalité, du contentieux. Donc je pense que j'aurais aimé être une forme d'avocat qui n'existe plus aujourd'hui. On a, j'imagine, les clients qui nous ressemblent. Moi j'ai des clients, souvent dont je suis l'avocat personnel, et qui ensuite me mettent sur leur dossier, donc d'un fonds d'investissement par exemple, et qui se disent en fait non, moi c'est lui que je veux, je sais qu'il a les collaborateurs qui font ça, mais c'est lui que je veux. Et c'est ces clients-là que je veux aussi, parce que finalement c'est une espèce d'entente. Ça laisse aussi la porte ouverte à des dossiers un peu différents, un peu en lien avec ce que j'aime, mes passions, et un droit de choisir plus important que dans d'autres cabinets d'avocats. Et d'ailleurs, je sais pas si ça éclaire ce qu'est le droit des affaires, mais je pense que c'est une profession où le client choisit l'avocat que vous êtes. Je m'efface un instant alors que Mouna, une collaboratrice de Fabrice, le tient informé des négociations en cours avec un cabinet américain au sujet du départ d'un salarié de son entreprise. Je voulais voir avec toi le dossier. En fait, on avait reçu les documents de fin de contrat. Oui, j'ai vu. Juste un petit truc, regarde, comme tu peux voir là, sur ses congés, il y a quand même pas mal de congés qu'il n'a pas pris sur l'année N-1, 19 CP sur les 25. Donc en fait, on a une vraie problématique sur la durée du travail et sur l'épuisement professionnel, donc ça va bien nous servir là-dessus. Toujours pas pris ses congés, mais par contre, il y a un truc qu'on ne comprend pas très bien, c'est est-ce qu'il a bien été rémunéré pendant sa période de préavis. Ok. Parce que dans les documents, on devrait le voir où ? Là. Ok. Et regarde le dernier mois payé, c'est au mois de juin, c'est au moment de sa prise d'acte. Ok. Et là, on est sur des dispenses autorisées mais pas rémunérées. D'accord, ce qui n'avait pas du tout été le cas dans notre dossier. Est-ce que tu penses que ça peut faciliter les négos de soulever un point comme celui-là ? En tout cas, je pense qu'on peut le formuler en demande de rappel de salaire. Ça n'a pas été versé à ce moment-là. Donc voilà, ça c'était les deux points. Bon, je pense que c'est un bon levier pour reprendre contact avec nos contradicteurs de ce fantastique cabinet américain. Exactement. Ben voilà, très bien, on aura un truc à leur dire et puis peut-être qu'ils seront plus enclins à trouver une solution. Et comme tu disais, je pense que recalculer la moyenne de salaire va nous être plus favorable. Là, j'ai vu des années avec... bon, c'est évidemment parce qu'il y a les prix, mais... Oui, il y a des sommes à 6 chiffres. Oui, exactement, comme ils aiment dire. Oui. Ok, super. Bon, génial tout ça.
Comme souvent, il y a l'image qu'on se fait d'un métier qui convoque son lot de clichés et d'a priori, et la réalité plus nuancée. C'est d'autant plus le cas avec la profession d'avocat, qui compte de nombreuses disciplines, lorsqu'on l'exerce selon sa personnalité. Et ce qui passionne notamment Fabrice dans le droit des affaires, c'est le conseil et la négociation, en agissant dans l'ombre, le silence et le secret. Quand vous voyez quelqu'un et que vous lui dites que vous êtes avocat, la première question c'est comment peut-on défendre un criminel, etc. On y répond, puisqu'en plus moi j'ai fait ça, notamment dans les dossiers rwandais que j'ai pu avoir. Et non, j'ai rarement l'occasion d'expliquer ce que je fais exactement, quelle est ma perception du métier. Je suis avocat, mais avocat ça veut dire... qu'est-ce que ça veut dire finalement ? Pour moi c'est l'accompagnant, l'accompagnateur. C'est la personne de confiance. C'est ça l'avocat. Donc je suis cette personne pour beaucoup de gens. Et c'est très bien. Même si je l'étais plus, je continuerai d'être celui qu'on vient voir parce que est-ce que je fais ci, je fais ça, qu'est-ce que t'en penses ? Et ça m'irait très bien. Une forme de conseil. J'aime bien ce mot de conseil d'ailleurs, c'est plutôt que de contentieux. C'est-à-dire que j'aime bien le contentieux, j'en fais un petit peu. Mais le contentieux, c'est oui ou non, quoi. C'est un juge qui tranche, c'est beaucoup plus simple finalement. Vous venez, vous parlez, vous donnez votre point, le juge tranche. Après, il y a une autre cour qui tranche, etc. Il n'y a pas de culture du compromis dans ce pays. Les gens n'aiment pas le compromis, tout simplement parce qu'ils veulent avoir raison et qu'ils sont prêts à payer très cher le fait d'avoir raison, ce qui est une stupidité. Avoir raison, ça ne sert à rien, enfin, en tout cas de mon point de vue. D'ailleurs, quand on est avocat et qu'on pense ça, je trouve qu'on fait une erreur assez dramatique, mais quand on réfléchit en se disant c'est pas si grave d'avoir tort ou d'avoir raison, mais l'essentiel c'est de trouver un deal, eh bien, c'est lisible pour tout le monde, et je pense que c'est efficace pour tout le monde, et c'est compréhensible. Et c'est ce qui manque beaucoup à la justice. Donc il y a cet aspect-là que j'adore, où je sens que parfois on va y arriver. Mais là encore, un jour on va y arriver, le lendemain on va pas y arriver. C'est ce work in progress que j'aime beaucoup dans ce métier. Parce que les gens, ils sont pas fiables, dans le sens où ils évoluent tout le temps. Le lundi, ils se lèvent, ils veulent pas faire le deal parce qu'ils ont l'impression de se faire avoir, etc. Puis le mardi, ils se disent que c'est peut-être mieux que zéro. Et donc, ils vont être un peu moins intransigeants. Puis le mercredi, vous leur avez gagné quelque chose, ils trouvent que c'est pas assez. Alors jeudi, on repart, mais l'autre partie, elle trouve que vous abusez parce que vous avez déjà trop demandé. Et à la fin, vendredi, on tombe d'accord. On finit toujours par tomber d'accord. Je trouve ça assez fameux, c'est que quand on fait un deal, quelles que soient les modalités, finalement, les deux parties ont intérêt à le faire. On pourrait s'épargner souvent ces querelles, ces hurlements, ces détestations, ces échanges dans les conférences téléphoniques avec énormément d'agressivité, aller chercher le deal. Ça, c'est quelque chose qui me fascine. Et c'est pour ça que peut-être le métier que j'aurais aimé faire, que je ferais peut-être d'ailleurs, c'est la diplomatie. À négocier un traité, donc mettre beaucoup de gens qui ne sont pas d'accord, ça rejoint aussi la vision que j'ai du métier. Un métier de gens qui doivent être dans les coulisses, dans l'ombre, dans les tractations. Si c'est ça, être avocat, moi je suis complètement comme ça. Dans le silence, dans le secret, donc ça c'est aussi le truc, on est dans une profession du secret, de la confession presque. Mais oui, cette vision du métier d'avocat, elle n'est pas conforme à celle que les médias distillent et à celle que les avocats aussi ont tendance à distiller. La confidentialité et l'enjeu des affaires sur lesquelles Fabrice intervient sont de nature à bouleverser les rapports humains qu'il entretient avec ses clients. Certaines amitiés n'y résistent pas, la patience est parfois mise à rude épreuve. Cependant, Fabrice s'accommode de certains désagréments et privilégie les longues relations professionnelles bâties sur la confiance et la proximité. Parmi mes plus gros clients, il y a des amis ou des amis d'amis, des gens avec qui j'avais jamais pu avoir un lien proche, mais qui, du fait de ce lien, viennent au cabinet et on devient très proche. C'est souvent des problématiques très personnelles. Je rentre dans la vie des gens. Mais oui, il n'y a pas vraiment de frontières. Parfois, c'est un problème parce que certains clients très exigeants vont être exigeants à titre personnel et encore plus à titre professionnel. Et je peux me retrouver dans des situations où il n'y a plus de relations personnelles. Et ça me pose un gros problème parce que je vais voir un copain de 20 ans avec qui je bosse depuis 20 ans et que les seules questions qu'il y a à me poser, c'est on en est où du dossier, qu'est-ce que tu penses de ça, là-dessus je suis là, est-ce que tu peux me donner un coup de main avec un tel, cette personne est un peu comme ci, comme ça, est-ce que tu peux m'aider, tu le connais ? Et que moi ça me gonfle, parce que je pense que je suis capable de faire la différence entre aller 2-3 heures, et elles sont rares, puisqu'on est tous jeunes pères de famille, etc., avec un copain au dîner. On a envie de parler de tout et de rien, des futures vacances, de tels souvenirs de l'époque de l'école de commerce, etc. Et pas encore et encore parler d'un dossier, dont il sait d'ailleurs très bien où il en est,
parce que la personne en question a besoin de se mettre en avant, de m'expliquer que c'est un super businessman. Et d'ailleurs, peut-être que c'est mon erreur, mais moi j'ai tendance à chercher de l'humanité et de l'amitié avec ces personnes, et eux ne veulent me parler que de leur dossier. Bon, quelque part, j'en fais mon affaire, hein. Je rentre dans le jeu, je parle du dossier, on a parlé de rien, et puis peut-être qu'il n'y a plus d'amitié. Et c'est dommage, parce que ça me semble plus précieux. Et des avocats avec qui le copain en question, il peut faire des affaires, il y en a plein, sauf qu'il est insupportable, et qu'en fait c'est aussi pour ça, parce que j'ai une catégorie de clients qui sont très durs à gérer. Parfois, on est avec des clients qui sont au bord de la folie parce qu'ils sont dans leur affaire, parce qu'ils sont extrêmement stressés, qui vous harcèlent de textos, de WhatsApp, d'appels, etc. Et vous dites, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter tout ça? Donc il faut le calmer. Je sais pas s'il y a des techniques, mais en tout cas, je sais faire. Donc on peut avoir des clients comme ça. Et je pense que les clients comme ça, maintenant en parlant, ça me paraît assez logique, ils veulent pas de l'ultra spécialiste. Ils veulent du proche. Ils veulent du conciliéré, même si ce terme est un peu galvaudé, mais la personne qui presque pourrait dire comme Tom Hagen, je n'ai qu'un seul client. Parce que pour eux, mais comme pour tous les clients j'imagine, ils sont notre seul client. Et on est leur seul avocat, c'est-à-dire que il faut tout faire, du prud'homme avec la nanny, à la grande acquisition à 100 millions d'euros, parce que ils ont décidé que vous feriez tout pour eux et que c'est très bien comme ça. Et moi je suis content d'avoir des clients comme ça, parce que c'est des clients que j'ai voulu depuis toujours. Et qu'ils sont fidèles. Ils sont fidèles parce que vous savez tous deux, et qu'en fait, reprendre avec un autre avocat, ça serait trop compliqué. Et que surtout, ils sont contents, parce que le plus dur dans ce métier, c'est un peu comme dans la vie, c'est de rendre les gens contents. Ils sont souvent pas contents, les clients. Quand ils sont contents, c'est bref. Quand ils remercient, c'est très rare. Donc il faut essayer systématiquement de les contenter. Et ça, c'est un challenge, un vrai challenge. La satisfaction de l'avocat passe-t-elle nécessairement par celle du client, par une forme de victoire ou en tout cas un aboutissement? Certainement, même s'il s'agit parfois de convaincre son client de la valeur d'un compromis. Le prérequis, c'est que le client soit satisfait. Il y a des clients qu'on ne peut pas satisfaire, mais il y en a peu, parce que tout le monde peut être satisfait, comme tout le monde peut changer d'avis. Non, ça m'ennuie quand j'ai le sentiment de faire beaucoup, que le client il est content le lundi et que le mardi il est mécontent parce qu'il a l'impression d'être... et que ça veut dire que j'ai pas réussi à le convaincre aussi. J'ai pas réussi à le convaincre que l'issue était satisfaisante. C'est-à-dire que pour moi, elle l'est. Elle l'est parce que d'abord c'est satisfaisant de closer, de dire ça y est, on a réussi, c'est derrière nous, on va plus entendre parler de ce dossier pendant un temps. Dans ce métier, il faut réussir à faire comprendre aux gens, donner de la valeur à ce qui leur arrive. Et ça c'est dur parce qu'ils comprennent pas toujours, ils sont dans leur position. Et c'est peut-être très en lien avec le métier de psy aussi, ou de négociateur dans un traité ou dans un conflit. C'est que telle clause, tel arrangement, vous avez le sentiment d'y perdre dans les prochains mois, mais dans 6 mois, dans 1 an, quand vous allez vous réveiller, vous direz « Ah, je suis plus avec ces gens-là, je suis passé à autre chose. » Et ça a beaucoup de valeur. Et donc, il y a cet aspect didactique qui est dans ce métier du matin au soir. Faire comprendre aux clients ce qui se passe, c'est très important. Et c'est très satisfaisant, ça aussi. S'il entretient un rapport assez sain avec le travail, Fabrice est un bosseur qui se considère paresseux. Et malgré toutes les satisfactions qu'il en retire, il ne semble pas marié à son métier et ne s'y projette pas nécessairement à long terme, ouvrant la porte à toutes les possibilités. Je pense que je suis né paresseux, comme beaucoup d'enfants. Et il y a un truc que j'adorais quand j'étais jeune, c'est le théâtre. Donc j'apprenais les textes par cœur et ça me coûtait pas. J'avais pas le sentiment de travailler. Ensuite, j'ai peu travaillé, vite certainement, dans le mauvais sens du terme. Et avec la classe prépa, j'ai appris à beaucoup travailler. Et finalement, j'aimais travailler parce que j'aimais rechercher, faire des recherches. J'aime beaucoup la notion d'archives, de recherche, etc. C'est quelque chose qui me plaît. Je pense que j'aime pas forcément travailler sous la contrainte, mais j'aime travailler, j'aime réfléchir. Sans être un workaholic, en tout cas, je me définirais pas du tout comme ça. Le travail est important, fondamental. C'est un travail qui a un but, je sais pas très bien comment le dire, mais je travaille pas pour travailler. Mais j'aime travailler. J'ai pas de problème avec le travail, même si je pense rester quelqu'un de paresseux. Oui, comme beaucoup de gens qui bossent énormément. Exactement. Et je pourrais travailler plus. Voilà, parfois, je me dis, je pourrais travailler plus. Je vois beaucoup de gens autour de moi qui ont un rapport très malsain au travail. Moi, qui s'oublient dans le travail, qui ne font que ça, et qui s'en vantent. Non, c'est pas du tout mon rapport au travail. Dans mon métier, le travail, il est essentiel. C'est un métier de bosseur. Je pense pas qu'il y ait un bon avocat qui ne bosse pas. Quand je dis peut-être que je vais arrêter ce métier à un moment, c'est que
je sais pas quel est et même en termes de cabinet, aujourd'hui on est 10, est-ce qu'on sera 20, est-ce qu'on sera 15, est-ce qu'on sera 3? C'est très dur à dire ça. Et c'est dommage parce que j'aimerais aussi pouvoir me projeter dans un projet entrepreneurial. J'aimerais enseigner, mais ça peut être fait en parallèle de la profession d'avocat. J'aimerais faire une thèse en philosophie du droit. Il y a beaucoup de choses qui m'intéressent, mais à côté de ça, c'est un métier extrêmement prenant. Donc pour les clients que j'ai, je peux pas les abandonner et je dois continuer à trader. Donc c'est dur de se projeter dans ce métier. Parce qu'il y a un côté où c'est toujours la même chose, et de l'autre, c'est aussi toujours différent. Mais il y a tout de même une certitude, je pense que c'est le cas pour toutes les professions libérales. Plus on s'investit dans ce métier, et plus les retours sont bons. Je sais pas ce que ce métier peut me donner, mais il me donne finalement un peu ce que j'y mets. Un grand merci à Fabrice pour son accueil et sa disponibilité. Si vous avez aimé cet épisode, montrez-le sur votre plateforme d'écoute préférée. Un abonnement, 5 étoiles et un commentaire, si votre application le permet, sont très importants pour qu'il puisse être découvert par d'autres auditeurs. Et surtout, parlez-en autour de vous. Vous pouvez suivre Travail Soigné via les comptes Stéréolab sur Instagram, Threads et Facebook et m'envoyer vos suggestions pour de prochains épisodes. Merci pour votre écoute et à très bientôt.